Mademoiselle Goulet. Mademoiselle Goulet, s'il vous plaît. Mademoiselle Goulet, Mademoiselle Goulet, Alice Riva. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'éprouve la venue de l'âge comme une nouvelle sorte de séparation. Ne me suis-je pas toujours sentie séparée? D'abord parce que j'étais cet enfant unique, que sa mauvaise santé et l'humeur inquiète des grandes personnes qui l'entouraient éloignaient des jeux de ses pairs. Puis parce que mon père professait des idées alors bien menaçantes pour la société établie et qui, pendant toutes mes années scolaires, coulaient frayeur et glace dans les esprits effrayés des parents de mes camarades d'école. Séparée parce que je ne me suis pas mariée, parce que je n'ai pas eu d'enfant. Séparée aussi par mon appartenance à ce petit pays, immobile moyeu d'une roue qui a nom Europe, pays en marge de l'histoire de ce temps et qui, depuis plusieurs générations, a échappé au malheur dans la mesure où il échappait à l'histoire, alors que le malheur a cessé de frapper à la porte de ses voisins. Séparée de mes compatriotes, parce que j'ai gagné ma vie non parmi eux, mais au milieu d'étrangers. Séparée aussi, parce que dans un monde où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont faim, où des peuples vivent sans toit, je suis bien abritée de nuit et de jour, bien nourrie et correctement vêtue. Séparée parce que je ne vais guère à l'église qui fut celle de notre famille, ni au parti qui, pour mon père, la remplaça. Et me voici de plus, séparée des jeunes parce que, jeune je ne suis plus, et séparée de moi parce qu'arrachée à celle que j'étais, tout en n'étant pas encore celle que je deviendrai quand j'en aurai fini de faire peau neuve. Mais il faudrait dire ici, peau vieille. Ce portrait de l'écrivain en solitaire et en marginal, Alice Riva le brosse dans Comptez vos jours, récit autobiographique publié en 1966, alors qu'elle-même est âgée de 65 ans. Quels sont les événements biographiques qui justifient ce bilan de vie lucide, courageux et désabusé, le constat d'une singularité pleinement assumée que les années semblent avoir accentuée? Alice Riva, de son vrai nom Alice Goulet, est née en 1901 dans le nord du canton de Vaud, à Revray, petit village où son père est instituteur. Paul Goulet a été marqué dans son enfance par l'esprit de l'Église libre. Église protestante dissidente, née de la scission avec l'Église nationale en 1845. Il s'en détachera pour adhérer aux idées socialistes. À une époque où le socialisme était l'épouvantail des honnêtes gens, dans un pays où régnait le plus plat des conformismes bourgeois et religieux. Comme le rappelle Alice Riva dans L'Alphabet du matin, paru en 1969, récit dans lequel elle retrace son enfance. En 1910, Paul Goulet démissionne du poste d'instituteur qu'il occupe alors à Clarens, près de Montreux, pour se consacrer entièrement à la politique. À ses idées, son parti, sa cause. Déménageant avec sa famille à Lausanne, il partage son temps entre la direction d'un nouvel hebdomadaire socialiste, le Grutléen, et une permanence au service des déshérités, où il travaille comme conseiller juridique et défenseur pénal. Premier chef du Parti ouvrier socialiste vaudois au début du siècle, Paul Goulet sera conseiller communal avant de faire partie du Parlement cantonal en 1917, puis du Parlement national en 1925. Rédacteur au droit du peuple et au peuple, il est l'auteur de plus de 7000 articles, dont un choix sera publié sous le titre de Terre de justice, après sa mort en 1951, par sa veuve et sa fille. La rupture de Paul Goulet avec la sécurité professionnelle et l'idéologie bourgeoise dominante ébranle sa famille et fait scandale dans le canton de Vaud. Alice Goulet est une écolière qui détonne à l'école supérieure de jeunes filles de Lausanne. Dans une note de mars 1960, tirée de traces de vie qui réunit des pages du journal, l'écrivain se souvient de toutes les situations fausses,
dans lesquels, petite fille, je me suis trouvée en raison de l'activité politique paternelle, notamment de ses articles et discours contre la bourgeoisie et ses représentants, dont je fréquentais quotidiennement les enfants à l'école secondaire, puis au conservatoire. On ne se doutait pas toujours que j'étais la fille d'un homme alors si redouté. Devais-je les en avertir, le taire? Me revient en mémoire l'exemple de mon premier professeur de piano au conservatoire, une charmante dame à cheveux blancs, du monde bien, qui m'avoua par la suite avoir eu un choc en apprenant qu'elle aurait parmi ses élèves la fille de P.G. Elle se le représentait jusque-là comme un type épouvantable, avec une ceinture de drap rouge sur le ventre et un couteau entre les dents. Que pouvait être l'enfant d'un tel individu? Allait-elle me refuser? Le sentiment d'être une marginale m'a marqué dès cette époque. Au contact de ce père, qui incarne un socialisme humaniste, pacifiste et libertaire, Restée proche des révolutionnaires 48 arts et de Jean Jaurès, Alice Gaulet se forge les convictions qui affleureront dans toute son œuvre, même si l'écrivain distinguera toujours l'écriture de l'engagement politique. L'influence maternelle contribue aussi à aiguiser chez l'adolescente une conscience sociale. Ida Ether avait renoncé à la coiffe blanche et à l'uniforme gris des diaconesses protestantes de l'hôpital de Saint-Loup pour se marier. Mais ses croyances religieuses et ses vues conventionnelles se heurtent au militantisme fougueux de Paul Gaulet. Les tensions sont parfois vives au sein du couple. Malgré les liens symbiotiques qui les unissent, Madame Gaulet est pour sa fille le modèle à ne pas suivre. Celui d'une épouse entièrement dévouée à un mari souvent égoïste et tyrannique, dont elle ne partage pas les idées. C'est pourquoi Alice Gaulet refuse de s'inscrire dans la trajectoire quasi obligée pour une jeune fille de son temps et de son milieu. Soit le mariage et la maternité. Déclinant plusieurs demandes au mariage, elle restera célibataire et sans enfant, Par choix. ainsi qu'elle le précise dans Comptez vos jours. De quoi donc me plaindre? Avouerai-je que ne m'a guère manqué la présence d'un enfant né de moi, portant le masque du condamné courant à sa perte? N'aurais-je joué le jeu humain qu'en partie? À 16 ans, Alice Gaulet entre au Conservatoire de musique de Lausanne, où elle obtient un diplôme d'enseignement du piano. Mais ses mains, trop petites, tiennent à peine l'octave. Elle doit renoncer à poursuivre en classe de virtuosité pour donner des leçons à domicile. La musique, c'était bien là ma vraie vocation, à tout le moins la première, car je suis riche en vocations variées, ce qui faisait dire à mes parents, au lieu de faire 36 choses à la fois, tu ferais mieux d'en faire une seule, mais bien. La littérature m'apparaissant aujourd'hui comme une sorte de transfert. Suivant le conseil de son père, inquiet de la précarité que représente l'enseignement de la musique, qui par ailleurs lui donne peu de satisfaction, Alice Gaulet décide d'acquérir une formation rapide de sténographe. Grâce aux relations de son père, elle obtient un travail temporaire à la 6e conférence internationale du travail, qui se tient en 1924 à Genève. L'été suivant, elle est engagée au Bureau international du travail, où elle fera toute sa carrière. Elle quitte alors définitivement Lausanne pour Genève. Le Bureau international du travail, Le BIT, a été fondé en 1919, en même temps que la Société des Nations, afin d'améliorer la condition des travailleurs dans le monde et de défendre le point de vue universel des droits sociaux de l'homme. Comme les autres organisations internationales genevoises, il fournit à un grand nombre de femmes des emplois, subalternes pour la plupart, dans les secrétariats de ces différents services. les postes à responsabilité étant occupés par des hommes. Au BIT, la hiérarchie est fortement marquée, mais une grande liberté d'esprit règne dans les bureaux, où sont défendues des idées sociales et pacifistes proches de celles d'Alice Gaulet, qui fait partie à Genève pendant quelques années, Du mouvement des femmes pour la paix et la liberté. Lectrice au service de documentation de la section des renseignements généraux, la jeune femme a pour tâche de résumer des articles en vue d'enquête sur les conditions du travail, le marché de l'emploi ou le chômage dans le monde. Elle élargit ainsi son intérêt pour les questions sociales, nées dans sa propre famille. Une décennie de fatigue et de surmenage s'ouvre pour Alice Gaulet, dont le service fonctionne selon des méthodes de rendement comptabilisées inspirées du système Taylor. Elle doit souvent emporter du travail à la maison, le soir et le dimanche. Mais en 1940,
Le BIT se déplace temporairement à Montréal. En raison de la guerre, ce qui implique le licenciement préalable de la majorité du personnel genevois. Alice Gaulet se trouve au chômage durant tout le conflit. Mon dernier jour au bureau, je passe à faire de l'ordre dans mes tiroirs et placards. J'y trouve de vieux papiers, des livres, ainsi 10 jours qui ébranlèrent le monde de John Reed, des vestiges divers tels le programme de la représentation de Don Juan de Mozart donné à Genève en 1932 lors de l'ouverture de la conférence du désarmement. Il y a 14 ans et 8 mois que je travaillais dans ces murs, râlant de passer ma vie enfermée du matin au soir à la gagner. Or, j'éprouve aujourd'hui une sorte de déchirement à l'idée de ce départ. Cette table, ce bureau, ces 2 grandes fenêtres où vivaient de si beaux arbres, les ciels changeants où passaient les nuages, tout ça durant 14 ans et 8 mois, je le regardais souvent tout en travaillant. Cette sorte de deuxième home que devient peu à peu un bureau où l'on vit toutes ses journées, surtout un bureau comme le nôtre, ainsi que me le disait hier Liliane, où nous avons trouvé bien autre chose encore qu'un gagne-pain. Oui, bien autre chose. Nos amitiés, nos amours. C'est là, durant ces années si importantes de notre jeunesse, que nos cœurs ont poussé de longues et fortes racines. Hier, premier jour de liberté, ai-je désiré souvent cette libération qui me permettait d'écrire. Or, ma réaction fut inattendue. Je n'avais envie ni d'écrire, ni de peindre, ni de faire de la musique. Pour la première fois, j'aurais préféré travailler au bureau. Alice Gaulet profite néanmoins de ce congé forcé pour se consacrer à l'écriture, qui n'était qu'un passe-temps réservé aux périodes de vacances, et mettre au net ses manuscrits. C'est par l'entremise de Charles-Ferdinand Ramu, au fait de sa gloire en Suisse romande, que son premier roman, commencé en 1937, paraît sous le titre de « Nuages dans la main ». En juillet 1940, mon manuscrit était prêt. Mais qu'en penser? J'écrivis alors à Ramu dans le plus grand secret pour le prier, quelle audace, d'être le premier lecteur de mon travail clandestin. Je ne le connaissais pas encore. Cette outrecuidance d'une timide eut des effets surprenants. Non seulement Ramu acceptait généreusement de lire mon manuscrit, mais il le transmit à la Guilde où, sur sa recommandation, il put paraître quelques mois plus tard, en décembre 1940. La Guilde, c'est la Guilde du Livre, maison d'édition par correspondance fondée par Albert Mermoux à Lausanne en 1936. Ramu, mais aussi le poète Gustave Roux et l'éditeur Henri-Louis Mermoz font partie de son comité littéraire. Diffusée en Suisse et en France, la Guilde connaît immédiatement un vif succès. Si Mermoz privilégie les grands noms de la littérature mondiale, il intègre aussi dans son programme des auteurs romans, dont Ramu, et une romancière débutante âgée de 39 ans, Alice Riva. Car Alice Gaulet signe sa première œuvre d'un nom de plume emprunté au village d'origine de sa mère, afin de dissocier son activité littéraire de sa vie professionnelle. Cette précaution rassure ses parents, qui avaient réagi négativement à la lecture du manuscrit de leur fille, le père le jugeant Mal écrit, la mère immoral. Elle avait été choquée par une scène où une des protagonistes, Christiane Auberson, cède aux avances d'un homme fiancé à une autre. Dans un essai intitulé « Ce nom qui n'est pas le mien », qui date de 1980, l'écrivain s'interroge a posteriori sur le choix ambigu de prendre un pseudonyme. Mademoiselle Gaulet. Mademoiselle Gaulet. Alice Riva. Ce nom qui n'est pas le mien. Aujourd'hui encore, après plus de 35 années, je continue d'entretenir des rapports ambigus avec ce moi second qui porte un nom qui n'est pas le mien, prétend assumer toute une partie de ma vie, ne l'en ai-je pas expressément chargé, me vole mes souvenirs pour les triturer à sa guise, ce qui ne va pas sans bagarre entre les deux parties en cause, lesquelles s'efforcent tour à tour de réduire l'autre au silence. Signer des livres d'un pseudonyme, c'est avouer au départ une dualité foncière entre le désir de se cacher et celui de se montrer,
laquelle ne peut que s'aggraver encore par ce port d'un masque. C'est se condamner à vivre aux côtés d'un double qui vous suit à la trace, met ses pas dans les vôtres, prétend parler en votre nom, quand il ne lui prend pas la fantaisie de s'écarter en des pistes où vous avez parfois peur et peine à le suivre, et où votre voix ne lui parvient pas toujours. C'est consentir à traîner derrière soi cette ombre portée, capable de s'épaissir, s'étaler, s'épandre, jusqu'à former une inondation autour de vous qui demeurez debout sur l'îlot d'une pierre branlante, avec la crainte d'être emporté, de vous noyer, ne sachant plus très bien s'il s'agit d'eau ou de sang que cet être second a tiré de vous, en pratiquant à même votre peau et jusqu'à votre cœur des ponctions répétées. Les femmes seraient-elles plus enclines que les hommes à s'affubler de cette sorte de déguisement? Celles qui usent de ce subterfuge sont probablement le lieu de tendances contradictoires. Elles éprouvent le désir de passer inaperçues, mais aussi celui de s'exprimer, coûte que coûte, donc de s'affirmer. Une crainte chez la plupart de surprendre et mécontenter famille et entourage, une volonté de se conformer aux lois du clan et en même temps de passer outre à leurs exigences et interdits. Timidité, humilité, mais aussi narcissisme irrépressible cherchant à s'extérioriser, fût-ce par la bande, mine de rien, et sans avoir à en payer trop cher le prix. Dans la seule génération des aînés qui ont laissé une œuvre dans notre région francophone, que de pseudonymes féminins. Monique Saint-Hélier, Silette Aufer, Catherine Colomb, Hélène Chanvant. Le premier roman d'Alice Riva est en prise directe avec l'actualité. L'intrigue de Nuages dans la main se noue à Genève, en pleine guerre d'Espagne, le temps d'une journée de crise existentielle pour Alain Saint-Agne. Obscur fonctionnaire international, il est tenté de donner son congé pour aller cultiver un champ de lavande en Provence. Autour de ce héros faible et indécis, gravitent 3 autres personnages qui, comme lui, vivent dans la frustration, la quête de l'amour, la désillusion. Sa femme Madeleine, qui vient de lui donner un enfant, Christiane Auberson, maîtresse de piano célibataire dont Saint-Agne est amoureux, et son collègue Fernand Lorenzo, qui a une brève liaison avec la belle Christiane alors qu'il n'est pas libre. Privilégiant une intrigue simple, la romancière ne s'applique pas à décrire les faits et gestes de ses héros, qui rêvent leur existence plutôt qu'ils ne la vivent. Les révéler à travers leur vie imaginative. Tout vient de cet univers intérieur, habité de rêves, de souvenirs, de 1000 velléités et représentations mentales de nos désirs et de nos peurs. Tout naît de lui. Alice Riva prend le parti du réalisme subjectif, ainsi que l'analyse sa biographe, Françoise Forgeroux, pour transposer dans l'écriture la répercussion des événements extérieurs sur les personnages, plutôt que les événements extérieurs eux-mêmes. La démarche de la romancière est concertée, ses choix narratifs mûrement réfléchis, comme le montre une note de juin 1943, extraite de Traces de vie. À peine son livre publié, elle récapitule les règles qu'elle s'est imposées pour le composer. Qui se douterait du nombre de refus, d'interdits dont est finalement né mon petit roman? Refus d'écrire en style coulant, refus d'employer des termes abstraits, refus de quitter le ton initial, refus d'user de la conversation, de recourir à l'analyse psychologique, à des commentaires intellectuels, à des références culturelles, refus de laisser s'exprimer l'auteur lui-même. Tout ce qui aurait enrichi le roman l'aurait développé en surface, aurait gonflé son volume, lui aurait donné un vernis culturel et intellectuel, mais aurait diminué, à mon sens, en proportion inverse, le poids, la densité émotive et l'unité que j'espérais lui donner. Grande lectrice de Ramu, Proust et Gide, mais encore de Colette, Catherine Mansfield et Virginia Woolf, Alice Riva annonce les audaces du nouveau roman français qui, dans les années 50, se définira à partir de ces mêmes refus. Nuages dans la main reçoit un bon accueil en France, mais surtout en Suisse romande. Le prix Schiller est décerné à Alice Riva en 1942. Les thèmes que développe Nuages dans la main, l'impossibilité de l'amour dans le couple, la vocation manquée, l'insatisfaction dans le travail ou l'égoïsme masculin, se retrouvent dans les 2 autres romans qu'Alice Riva publie après-guerre, alors qu'elle est toujours au chômage.
Comme le sable en 1946 et la paix des ruches en 1947, ouvrent plus grandes encore les portes des bureaux des organisations internationales de Genève, où s'activent, dans le crépitement des machines à écrire, rédacteurs, traducteurs et documentalistes, secrétaires, dactylographes et employés de commerce. L'excès de travail, l'insécurité du lendemain, le mépris des chefs de service, ce sont les femmes qui en sont les premières victimes, comme le relève Claire-Lise Rivier, petite sténodactylo surnuméraire sous les ordres d'Hélène Blum et d'André Châtenay, figure centrale de Comme le sable. Rivier! Elle avait jeté un dernier coup d'œil à la glace, puis au vestiaire avait enfermé son manteau dans un minuscule placard qui portait son nom sur une étiquette. Car tout était étiqueté dans cette administration. Bientôt, comme disait Marion Bréa, on leur collerait une petite pancarte sur le dos avec leur nom et peut-être même un numéro. On ne portait pas encore d'uniforme, mais cela finirait bien par arriver. Déjà, Madame Fontanier vous appelait par votre nom de famille comme des hommes au service militaire. « Rivier, foutez-moi le camp d'ici !» Se ferait-elle jamais à ce style? Les autres s'y habituaient pour la plupart, car elles semblaient se faire docilement à tant de choses dans cette vie de bureau auxquelles elles-mêmes ne s'habitueraient probablement jamais. Ainsi, par exemple, à rencontrer dans les rues de la ville des messieurs collègues qui tournaient la tête pour ne pas vous saluer, alors qu'ils vous avaient dicté un rapport le matin même, ou qui, s'ils condescendaient à s'apercevoir de votre présence, se contentaient alors d'une simple lueur intelligible de l'œil, d'un mouvement des lèvres, sans prendre la peine de lever leur chapeau, à moins que vous ne fussiez une femme mariée, comme si, dans leur façon de concevoir l'échelle des valeurs sociales et humaines, une dactylographe mariée était légèrement d'un rang supérieur à une dactylographe qui ne l'était pas. C'étaient les mêmes messieurs qui, dans les couloirs du bureau, passaient devant leurs collègues femmes sans s'excuser ou leur lançaient les portes au visage. Ces rapports de force qui se jouent entre l'agrafeuse et la perforatrice, Riva les renverse, non sans ironie, en créant des héroïnes intelligentes et compétentes, conscientes que leurs supérieurs abusent de leur pouvoir, sans être capables, pour autant, d'assumer leurs responsabilités. La dénonciation de la domination masculine, amorcée dans Comme le sable, s'affirme avec le troisième titre d'Alice Riva. La paix des ruches est un roman féministe avant l'heure qui dresse un réquisitoire sévère contre les hommes, en riposte à une littérature misogyne à la mode, inspirée notamment des jeunes filles de Monterland. La protagoniste de La paix des ruches, Jeanne Bornand, est une dactylographe d'une quarantaine d'années, mariée et sans enfant. Profitant d'une absence de son époux, elle commence un journal intime pour constater qu'amour et mariage sont décidément incompatibles. Je crois que je n'aime plus mon mari. Et dire que toute ma famille s'imagine que c'est l'homme de ma vie, parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup peiné, travaillé pour lui, à cause de lui. Mais est-ce à cela que se mesure l'amour? Je ne le pense pas. Ce qui se mesure là, ce qui porte témoignage, n'est-ce pas plutôt une certaine obéissance à une destinée? Oui, obéissance, non plus vrai que celui d'amour et qui peu à peu se substitue à lui quand les écailles commencent à nous tomber des yeux et que nous osons nommer les êtres et les sentiments par leur vrai nom, quand ceux que nous appelons « mon mari » apparaissent ce qu'ils sont vraiment, peut-être des passeurs d'eau qui ne savent ce qu'ils font, mais le font, afin qu'à leur suite, à leur ombre, embarqués avec eux pour ce passage d'une rive à l'autre, il nous soit donné de ne pas connaître dans la solitude ses remous, son écume, afin que nous ne restions pas sans compagnon et sans témoin durant cette traversée. Mais qu'il est difficile de voir simplement un compagnon dans celui qui fut si longtemps autre chose. Et encore, quel compagnon? Alors qu'il est justement si peu fait pour être celui d'une femme, si peu fait pour vivre avec nous, n'aimant pas les mêmes choses que nous, n'aspirant pas aux mêmes choses que nous, attiré par ce que nous n'aimons pas, indifférent et parfois hostile à ce que nous aimons. Combien désormais je lui préférerais la compagnie d'une amie, d'une mère? C'est qu'en vérité, ils sont d'une autre espèce que nous. Dès mon enfance, je l'avais compris. C'est entre eux qu'ils devraient passer leur vie, poursuivre leur destin. Ils ne sont du reste vraiment heureux, vraiment eux-mêmes, qu'entre eux, sans nous.
Chaque fois que Philippe part pour le service militaire, je vois sur son visage le calme joyeux de celui qui va retrouver les siens. Mieux que tous les livres d'histoire, son expression m'explique leur grand départ en masse depuis la nuit des temps. Tous ces croisés, ces ligueurs, ces combattants de tant de causes, toutes ces interminables files, ces cortèges en marche vers la lutte et vers la mort, leurs chants, leurs clameurs qui s'élèvent pour un oui, un non, parfois pour moins de points encore. Leur hâte à répondre à ce mystérieux appel qui les agglutine. Compagnonnage de l'aventure, des plaies, des hymnes, des serments, ce qui, à chaque génération, les pousse vers quelque incompréhensible carnage. Et à chaque génération, les plus intelligents d'entre eux, occupés à mettre un nom, des noms sur le carnage, afin de l'expliquer et de le justifier. Parfois, je me le demande. Qu'avons-nous à faire avec de tels fous? Oui, l'homme, dans l'exercice de ses pouvoirs terrestres, et le voilà qui devient Attila, Néron, Hitler, Napoléon. Et dans l'exercice de son autre puissance, il se fait clouer sur des croix, arracher la langue, transpercer de flèches devant les Èves et les Maries consternés, qui commencent par se tordre les bras, puis s'affaire pour recueillir les membres épars, ramasser, compter les morts, nettoyer la place. Non, l'homme en dehors de l'amour ne saurait être notre compagnon. Dès que nous avons cessé de l'aimer, que lui ne nous aime plus, nous n'avons vraiment plus rien à faire ensemble. La forme qu'il délimitait dans cet espace où nous le portions au fond de nous ne recouvre plus qu'un grand vide. Mais cessons-nous jamais de l'aimer? Le titre, La paix des ruches, exprime l'aspiration de la narratrice à une société organisée selon un modèle féminin. Jeanne Bornon s'avise en effet que la communauté des abeilles est bien plus évoluée que celle des hommes. La perfection de la ruche ne provient-elle pas de l'élimination des mâles une fois leur fonction remplie? Pour étayer sa démonstration, la jeune femme décrit la solidarité qu'il y a entre elle et ses camarades de bureau. Ce compagnonnage amical, cette entente à demi-mot entre des êtres que de même goût rapprochent et qu'un destin similaire guette au bout de toutes les routes. Alors que le monde des hommes est dominé par l'égoïsme et l'insensibilité. La paix des ruches est un roman féministe avant l'heure, mais néanmoins dans l'air du temps, puisque Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir paraîtra en 1949. 2 ans plus tard. Aujourd'hui encore, le roman d'Alice Riva garde toute sa fraîcheur de provocation. Il faut préciser que le féminisme d'Alice Riva ne relève pas du militantisme politique, ni de la revendication égalitaire. Lorsqu'elle reviendra sur la question dans les années 70, elle maintiendra le débat sur le plan de la littérature pour tenter de définir une spécificité féminine de l'écriture qui ne serait pas jugée inférieure dans l'échelle des valeurs à l'écriture masculine. Si la période de la guerre est propice à son activité littéraire, Alice Riva doit cependant multiplier les besognes alimentaires. Elle travaille, sous la direction de Ramu, à l'élaboration d'une anthologie de poésie française qui sera éditée à la Guilde du Livre en 1942. Elle publie des articles dans le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne ou Suisse contemporaine, mais c'est à servir, hebdomadaire lausannois de tendance chrétienne sociale, qu'elle donne ses plus importantes collaborations. Menant des enquêtes sur les métiers féminins à domicile, elle découvre dans la Genève des années de guerre un sous-prolétariat proche de la misère qui va lui inspirer plusieurs personnages de ses nouvelles. Des ennuis de santé viennent s'ajouter aux soucis matériels. En été 1947, une atteinte de tuberculose oblige Alice Riva à séjourner 3 mois en sanatorium. Me voici en cure à Montana, comme Catherine Mansfield, et, quelle coïncidence, sous le même toit, dans la même chambre, celle où elle écrivit certaines de ses plus merveilleuses nouvelles. Ne puis m'empêcher d'y voir un signe, moi qui me suis parfois sentie sa petite sœur en lettres, ayant l'impression qu'un peu d'elle, à sa mort, avait passé en moi à mon insu. Quelle présomption! J'ose écrire cela de Catherine Mansfield, je ne l'oserais pas de Ramu, ce ne serait du reste pas évident. Mais, à l'automne de cette même année 1947, Alice Riva peut reprendre un emploi au Bureau international du travail qui a réouvert ses portes à Genève. Mademoiselle Goulet! Alice Riva,
Me voici dans l'obligation de me concentrer sur un nouveau travail qu'on me dit temporaire, lequel est tout à fait contraire à mes goûts et ne correspond pas à mes compétences professionnelles. Vrai travail de forçat, s'effectuant debout, consistant à déplacer et replacer des fiches dans des classeurs très difficiles à ouvrir et à fermer. Alice Riva occupera plus tard un poste plus gratifiant d'assistante de recherche à la division de la main-d'œuvre. 4 ans plus tard, en 1951, Paul Gaulet meurt à l'âge de 74 ans. Sa veuve décide de vivre chez sa fille à Genève. La présence, dans le petit 2 pièces d'Alice Riva d'une mère à l'affection autoritaire, entrave tout projet littéraire. Mon emploi du temps quotidien depuis des mois et des mois. Bureau, 8 heures. Travail pour le bureau chaque soir, 2 heures minimum, sans compter dimanche. 4 trajets de tram, demi-heure chacun, 2 heures. 3 repas, 2 heures et demie. Total, 14 heures et demie. Mais sans compter la toilette, le bain, les courses, la correspondance, les raccommodages, etc., etc. Et le sommeil de la nuit, c'est-à-dire pour couvrir tout cela encore, ne me reste que 9 heures et demie. Dans de telles conditions, comment songer à écrire ne fût-ce que des notes de carnet? Même si je n'emporte pas du travail à la maison, la soirée se passe en conversation animée avec maman, en téléphone. Il en est de même le dimanche. Dès lors, quand? Comment écrire? Les années 50 seront éprouvantes pour Alice Riva, bientôt accaparée par les soins qu'elle doit prodiguer à sa mère jusqu'à sa mort en 1958. En 1959, une retraite anticipée lui permet de dédier tout son temps à l'écriture pour amorcer la seconde moitié de sa carrière d'écrivain, qui couvrira presque 3 décennies fructueuses. Car entre sa 60e et sa 85e année, Alice Riva donne en alternance 2 recueils de nouvelles, 2 romans et 4 textes autobiographiques qui lui apportent notoriété et consacration dans son pays, avec notamment le prix de la ville de Genève en 1975 et le Grand Prix Ramu en 1980. Les nouvelles, réunies dans Sans alcool en 1961 et dans De mémoire et d'oubli en 1973, mettent en scène des personnages pauvres et humbles, vieillards, malades ou enfants, victimes de l'égoïsme, de l'indifférence ou de la discrimination, de ceux qui n'ont pas le droit à la parole parce qu'ils n'ont pas d'épaisseur sociale. Les romans de la maturité, Le creux de la vague et Jette ton pain, plongent dans le monde intérieur de personnages, Des femmes, actives professionnellement pour la plupart, qui s'interrogent sur le sens de leur existence à la faveur de soliloques allant parfois jusqu'au ressassement. Le creux de la vague, paru en 1967, est la suite de Comme le sable, publié 20 ans plus tôt, en 1947. L'action de Comme le sable se situe à Genève en 1928, pendant la première conférence du désarmement. Dans Le creux de la vague, on retrouve Hélène Blum et ses camarades de bureau 5 ans plus tard, en 1933, Hitler vient d'être nommé chancelier du Reich. Quadragénaire brillante et caustique, Hélène Blum a fait carrière. Mais, toujours célibataire, elle ne s'est pas consolée de l'abandon de son collègue André Châtenay, qui, après une brève liaison, l'a plaqué. C'est son mot à elle. Parce qu'elle était trop intelligente pour lui et qu'elle parlait trop. Ce sont ses mots à lui. Certes, pensa-t-elle, ça avait été une grave erreur d'aiguillage, une faute de goût, une aberration que d'avoir choisi pour amant, ce qu'elle avait précisément fait il y a 12 ans, un homme dont elle était destinée par les circonstances de son travail professionnel à entendre tous les mouvements, tous les pas dans le bureau contigu, et même quand il tousse ou se mouche. Pire qu'une cohabitation avec tous les désavantages d'une cohabitation véritable, sans aucun de ses avantages. De quoi s'empoisonner mutuellement l'existence et le pousser bien vite à bout, lui aussi. Et alors, ou bien un tel homme se hâtera de vous épouser,
Que m'est-il arrivé? Dans quel guêpier me suis-je fourré? Et, revenu de sa stupeur, aura soin de vous reléguer à la maison en tête-à-tête avec le linge, les repas, les nettoyages? Ou bien, au lieu de vous épouser dans les 6 semaines, qu'est-ce qu'elle s'imagine donc, celle-là? Que cette histoire idiote va durer indéfiniment? Il se dérobera et se hâtera de vous remettre à votre place véritable au milieu des meubles de bureau, dans la compagnie des revues, des annuaires statistiques et du téléphone, et jouera les amnésiques avec une virtuosité déconcertante, profondément soulagée de s'en être tirée à si bon compte. Au fond, cette Hélène n'était pas si crampon que je l'avais craint à un certain moment, et d'en avoir fini avec cette vie impossible, cette tension de chaque instant, ces alertes, ces qui-vive et sauf-qui-peut angoissants et ridicules, ce besoin stupide d'ouvrir constamment la porte, de passer d'un bureau à l'autre, de mélanger les papiers, d'échanger les stylos, de consulter tête contre tête des documents importants, de guetter les appels téléphoniques à travers les cloisons, d'identifier les voix des visiteurs invisibles, tout cela qu'elle avait connu avec André et qu'André avait connu avec elle autrefois. Mais ce qui était encore pire que de tomber amoureuse d'un homme qui travaillait de l'autre côté d'une paroi et n'avait qu'à ouvrir la porte pour vous embrasser ou vous parler de musique, Hélène, dire que j'aurais pu devenir chef d'orchestre et que je passe ma vie à triturer des textes dès qu'il vous savait seul dans son bureau, c'était de le rester une fois ce traître marié et, dans le cas d'André, remarié, mais à une autre. La trajectoire d'Hélène Blum, qui prend conscience de son identité juive suite aux événements d'Allemagne et aux premiers signes d'antisémitisme, croise celle de 3 autres femmes, dont 2 militent au sein du mouvement féminin pour la paix et la justice. Le MFPJ. Claire-Lise Rivier, la jeune dactylographe, est amoureuse d'un ami d'enfance dont elle subit les vexations, sans comprendre qu'en réalité, il préfère les hommes. Quant à Madame Peter, c'est une charmante vieille dame qui se félicite d'avoir dépassé l'âge des peines de cœur. Comme Claire-Lise, elle est engagée corps et âme dans la lutte antimilitariste. Nelly, enfin, la belle Nelly, de 10 ans plus jeune qu'Hélène, a manqué sa vocation de cantatrice suite à son mariage avec André Châtenay, qui a échoué auprès d'elle dans son rôle de Pygmalion. Elle est le prototype de la femme entretenue, oisive et malheureuse. Toutes 4 donnent leur point de vue sur les mêmes événements, à la faveur de monologues intérieurs, directs ou d'arrêts télévisés. La romancière décline ainsi la condition des femmes, et notamment leur condition amoureuse, sur 3 générations. La plus âgée n'étant de loin pas la plus à plaindre. Cependant, une voix masculine se fait entendre dans Comme le sable et le creux de la vague, qui forme un diptyque, celle d'André Châtenay. Lui qui a été l'amant d'Hélène avant d'être le mari malheureux de Nelly, est sur le point de tomber amoureux de Claire-Lise Rivier. À l'approche de la cinquantaine, il remet subitement en question ses choix. Il n'appartenait ni à un monde proprement intellectuel, ni à un milieu de musiciens. En somme, ni bureaucrate véritable, ni musicien véritable, ni homme de lettres. Rien du créateur. Et puisqu'il ne pouvait se définir par rapport à une activité personnelle ou à un secteur social, qui était-il? Impossible de ne pas buter une fois de plus sur cette question. Où étaient ses pères, ses frères d'armes, les compagnons de route que la vie propose à chaque homme? Il ne se rattachait à aucun groupe religieux. Il n'était pas vraiment chrétien, mais il n'était pas athée non plus, vaguement déiste. Là aussi, qu'était-il vraiment? Plus facile de dire ce qu'il n'était pas. Peut-être attendant encore d'être, répétant son prélude individuel, s'éternisant à ce prélude, à ce lever de rideau qui ne débouchait sur rien, ne le menait nulle part. Peut-être trouverait-il ce qu'il était en écrivant, seul moyen et sorte de subterfuge offert à des hommes de sa sorte pour leur permettre de se définir et de se reconnaître. Savoir enfin pourquoi il se sentait toujours à côté, mis à une place qui n'était pas la sienne, qu'il n'occupait qu'en raison de contingences purement extérieures, ce qui faussait tout le jeu de ses rapports avec autrui. Car peut-être, mot qui lui passait souvent dans l'esprit, chacun de nous n'a-t-il qu'une place de toute éternité désignée, préparée, et s'il la manque, s'il est empêché ou se montre incapable de la trouver et de la prendre contre vents et marées, éprouve-t-il toute sa vie cette impression pénible d'être en marge et mis à l'écart,
en attente derrière une porte qui ne s'ouvre jamais. Un peu comme au théâtre, au concert, lorsqu'il y a une erreur dans la distribution ou la numérotation des billets. On voit alors un spectateur rester dans le couloir, tandis qu'en lui, tout n'est que confusion, déception et désordre, parce qu'il ne trouve pas sa place, se gêne lui-même en même temps qu'il gêne les autres. Mais une place véritablement faite pour lui, en était-il une désormais, du moment que la seule qui semblait lui convenir, où l'on se tient debout face à un orchestre symphonique, il ne l'occuperait jamais. Une seule place, et peut-être même une seule femme, désignée elle aussi de toute éternité. Mais comment faire pour la reconnaître en admettant que ce ne soit pas Nelly et qu'il ait commis une erreur en l'épousant? Mais n'était-ce vraiment pas Nelly? Nelly et sa voix, tel un trésor identifié, évalué, dont il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait la garde d'une voix de femme. Voilà à quoi se réduisait son rôle désormais. Mais cette voix s'était tue, et la femme, elle, lui refusait son corps. Et puisqu'il avait manqué sa place à lui, peut-être n'avait-il plus droit désormais dans cette vie et dans cette ville qu'à un appartement de 7 pièces muni du confort moderne, avec piano de concert, domestique, automobile, nourriture délicatement cuisinée et vêtements de tissu anglais, toutes choses à certains égards bonnes et appréciées, mais qui vont presque toujours de pair avec l'embonpoint naissant, les difficultés conjugales, l'honorabilité bourgeoise et le sentiment d'avoir gâché ses dons et sa vie. Ah, non, il en avait assez de ce bourbier ou de ce désert. Comment avait-il pu se laisser appauvrir à ce point? Un instant, il considéra ce que, tout jeune homme, il avait rêvé de créer, de faire, d'être. À cette époque-là, il n'aspirait nullement à toucher un grand traitement, à posséder une voiture, de beaux meubles. Il ne pensait qu'à la musique. Il avait commencé à écrire un livre sur Schumann. Ne pas être devenu chef d'orchestre pouvait s'expliquer par les circonstances de l'époque, du pays qui était le sien, où les possibilités sont limitées et le nombre de postes de chef d'orchestre réduit à quelques-uns. Mais cet ouvrage sur Schumann, il l'avait abandonné. Pourquoi? Et pourquoi ne le reprendrait-il pas? Jette ton pain, publié en 1979, est le roman d'Alice Riva qui présente le plus de similitudes avec sa biographie. Il marque une rupture dans l'esthétique de l'écrivain, comme en témoigne cette note de trace de vie. Tout dans cet ouvrage diffère de mes postulats et habitudes littéraires. Je me suis toujours abstenue de commenter, d'analyser, préférant suggérer plutôt qu'expliquer et informer. Or, ce dernier roman est un pavé d'explications, un échafaudage d'analyse. Cette façon d'écrire, analytique, explicative, m'a paru beaucoup plus aisée que l'écriture suggestive, laquelle exige un tout autre regard et un art du raccourci et de l'image. Elle m'a entraîné finalement bien au-delà de mon projet primitif, et cela jusqu'à peu à me permettre de composer une sorte de grand portrait critique d'une femme, vue à la fois du dehors et du dedans, par un narrateur invisible, qui est aussi son double, lequel l'observe et la juge parfois très sévèrement. L'intrigue de Jette ton pain est resserrée sur 2 nuits d'insomnie, séparées l'une de l'autre par quelques années, au cours desquelles Christine Grave, une célibataire d'âge mûr, fait le compte à rebours de sa vie. Le roman se compose ainsi de 2 longues remémorations qui, dans un mouvement de va-et-vient, relie au présent les différentes strates du passé de Christine. Quelle heure est-il, en somme? Il faudrait allumer pour le savoir. Mais où est cette lampe de chevet, vieille lampe de piano dont elle trouve d'habitude si facilement le cordon et la minuterie? Autrefois à Beauvallon, puis à la rue de Bourg, elle était chargée d'éclairer tant de pages de sonates, de suites, de concertos, que Christine, il y a bientôt 40 ans, jouait dans l'allégresse aux heures trop rares, où il ne lui était pas interdit de s'exercer afin de ne pas encourir les foudres de leur vieille voisine de l'étage au-dessus, Madame Crételieu. Il faut avoir des égards pour les personnes âgées, ma chérie. Elle ne vivra peut-être plus longtemps.
Quelle chance, songeait l'enfant contrarié, qui ne deviendrait vieille à son tour que 50 ans plus tard. La voilà, cette lampe. L'abat-jour en a été confectionné à plusieurs reprises par Madame Grave. Il faudrait en changer de nouveau le tissu. Il tombe en loques. À se demander s'il est rose ou jaune ou simplement grisâtre de la poussière accumulée dans ses plissés. Mais où Christine trouverait-elle le temps de s'en occuper? Et voilà sa montre, sa vieille montre en or, reçue en cadeau il y a plus de 25 ans d'un homme qu'elle aurait pu épouser. Si elle l'avait voulu, comme Madame Grave l'avait si longtemps proclamé, pour bien marquer à l'intention des langues perfides, « Comment, madame? Votre fille n'est pas encore mariée? Que si Christine, décidément, était restée célibataire, comment, madame? Votre fille n'a trouvé personne. Elle était pourtant jolie fille. » Ce n'étaient pas les occasions qui lui avaient manqué. Elle aurait pu épouser un ingénieur des ponts et chaussées et même un professeur d'université. Ma fille a préféré gagner sa vie loin de nous. Elle a toujours eu le goût de l'indépendance, mais rassurez-vous, elle vient passer tous ses week-ends à la maison auprès de ses parents. C'est une bonne petite. C'est vrai, chaque samedi, au lieu de rejoindre des amis à la montagne, au bord du lac, au lieu d'aller s'amuser, danser, flirter comme tous ses collègues de bureau, elle bouclait sa petite valise et prenait le train de Lausanne pour pouvoir tenir compagnie à ses parents jusqu'au dimanche soir. Mais enfin, Christine, c'est insensé. Et ta jeunesse? Dans Jette ton pain, les objets les plus prosaïques, ici la vieille lampe de chevet et la montre, sont souvent les vecteurs du souvenir et de la rêverie qui orientent le récit vers le passé. Dans le désordre de sa mémoire, la narratrice retrouve la figure de 3 hommes qu'elle a aimés, mais aucun d'eux n'était libre pour elle. Raoul Puyéran, esthète cultivé et intelligent, collègue de bureau de Christine de 20 ans plus âgée qu'elle et fiancé à Olga qui l'épousera finalement. Pierre Urtez et Pierre Romancelli, tous deux charmants, velléitaires et fuyants. Lors de la première méditation, Christine attend de prendre sa retraite. Depuis toujours, elle rêve d'écrire et conserve dans un bahut des tas de paperasses, des fragments de romans et de nouvelles ébauchées, des notes, des commencements d'un tas de choses entrepris, abandonnés, à reprendre, à mettre bout à bout, à coudre et à recoudre au fil des mots. Mais elle doit constamment différer son projet, absorbée par sa profession et prise au piège de son dévouement filial. Sa vieille mère, grabataire, vit avec elle. Lorsque commence la seconde méditation, provoquée cette fois encore par une insomnie, Madame Grave est morte, Christine a pris sa retraite, elle est désormais libre d'écrire. Mais puisque la voici enfin devant sa machine à écrire, dans sa chambre-cabine, sur le versant ouest de sa vie, protégée des importuns par une gomme glissée dans son appareil téléphonique et par des portes qu'elle n'ouvrira pas si on y frappe, laissons-la à ce travail qu'enfin elle commence. Pourquoi? Parce qu'il le faut, dit-elle à son tour. Car après moisson finie, blé vanné et engrangé, vient le moment de moudre le grain, puis de pétrir et cuire son pain, quitte à jeter ce pain sur la face des eaux, selon la parole de la Bible si belle et si énigmatique. L'amour filial est au cœur de Jette ton pain. Exclusif et ambivalent, il empêche Christine Grave aussi bien de s'attacher durablement à un homme que de se consacrer à son vrai travail, l'écriture. L'échec amoureux et la vocation contrariée de la narratrice sont liés à sa peur de la censure maternelle. Madame Grave mésestime les aspirations littéraires de sa fille et veut ignorer sa vie sentimentale, restée secrète. Seule la disparition de sa mère a franchi Christine d'un sentiment de culpabilité qui la rongeait des années durant parce qu'elle avait transgressé les interdits parentaux. Alice Riva est morte à Genève en 1998 à l'âge de 97 ans. L'écrivain semble avoir trouvé la sérénité dans le grand âge, elle qui pourtant éprouvait jusqu'au vertige la hantise du vieillissement, de la décrépitude, de l'isolement. Femme de gauche, pacifiste et féministe, Alice Riva a mené sans provocation une vie émancipée. Elle a choisi en toute lucidité le modèle de la chambre à soie de Virginia Woolf, le célibat et l'indépendance, parfois cher payés, pour réaliser le rêve d'écrire qu'elle portait en elle depuis l'adolescence. Or, ce sont les mots, précisément, tracés sur la page blanche malgré les embûches de l'existence, qui l'auront reliée aux autres comme à elle-même.
transformant et justifiant le passé et le temps apparemment perdu. Madame Riva. Et me voici de plus, séparée des jeunes parce que jeune, je ne suis plus, et séparée de moi parce qu'arrachée à celle que j'étais, tout en n'étant pas encore celle que je deviendrai quand j'en aurai fini de faire peau neuve. Mais il faudrait dire ici peau vieille. En attendant, quel est-il cet être féminin qui s'est mis à rabâcher son existence? Que voudrait-il être si ce n'est deux mains qui ramènent vers la rive chaque soir un filet, qui chaque jour voudrait tenter de sauver ce qui sera bientôt recouvert par la nuit? Serait-ce dès lors une sorte de défi? Faire le compte des vivants et des morts avant le coucher du soleil? Les rassembler autour de moi comme un troupeau, les ramener à la rive, ainsi fait le pêcheur de son filet? Pêcheuse, bergère. Il faut trouver un toit, une porte, afin que, réunis de nouveau grâce aux mots, tenus ensemble sur la page, les visages perdus et rappelés se reconnaissent et se rassurent, mêlant leur chaleur de ressuscité dans les débris de leur vie retrouvée. Merci. Mais il y a une phrase d'Alice Riva que j'aime beaucoup, je pense que je la cite mal, mais elle disait je cherchais l'amour et je ne trouvais que le mariage. Enfin, non, si elle le dit, mais. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Ça me dirait que c'est Alice Riva qui dit ça. Et dans les petites nouvelles assez autobiographiques, enfin, lui, elle parle évidemment des hommes. Ce qui est frappant, Et à c'est chaque déception, elle se dit, mais bon, voilà, encore, cette proposition de mariage, moi, je ne trouvais pas l'amour. Ce qui est aussi frappant chez elle, je crois, c'est que l'amour est un mal nécessaire, mais c'est toujours une souffrance, hein, une aliénation, mais on ne peut pas s'en passer. C'est la fin du texte qui a été lu dans La paix des ruches, mais cessons-nous jamais de les aimer. Donc il y a cette déception de l'amour qui se répète, mais cette impossibilité de vivre sans amour. L'amour étant beaucoup lié à la séduction, d'où le fait que les héroïnes d'Alice Riva vivent très mal leur vieillissement, qui signifie la fin de la séduction. Mais ce qui est intéressant chez Alice Riva, c'est aussi ce monologue d'André Chapnay, qui est un homme. Et je ne sais pas si vous avez été sensible aux échos qu'il y a entre ce monologue de Chapnay et le premier texte qui a été lu, qui est autobiographique, où Alice Riva dit qu'elle est séparée de sa famille, de sa religion, etc. Et on a un peu le même bilan chez ce personnage masculin. Donc elle prête aussi à des personnages masculins des discours auxquels, enfin peut-être j'extrapole un peu, mais on imagine qu'elle s'identifie. Donc c'est plus compliqué que simplement une dénonciation de la domination masculine. C'est subtil et c'est ce qui fait, je pense, la force des romans d'Alice Riva. C'est pas uniquement tuer les tous. Hein. Dans La paix des ruches, mais c'est un pamphlet, c'est excessif. Dans les autres romans, c'est plus complexe. Mais dans son extrémité, ça m'a fait penser, mais son nom m'échappe. Comment elle s'appelait l'écrivaine qui a tiré sur un Barrel? Maria Solanas. Voilà, merci. Enfin, elle a écrit un manifeste féministe extrême, qui va effectivement, enfin, qui est pour la destruction la destruction du chromosome Y. Des choses comme ça. Non, mais tout d'un coup, ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, bon, voilà, Alice Riva, elle a écrit ça un peu avant. C'est extrêmement. C'est extrême. Dans ce parcours de romancière, en tant que comédienne, dans quelle langue vous vous sentez le mieux? Alors, les quatre sont remarquables, agréables à dire, à interpréter.
j'ai particulièrement aimé Catherine Colomb, que je connaissais absolument pas avant de travailler avec Anne-Lise, pour son humour ravageur, son expression millimétrée, en même temps pour cette poésie puissante qui sort de terre, qui la traverse, qui lui permet des envolées lyriques, enracinées, fortes et incroyables. Alice Riva est magnifique dans sa façon de construire les phrases. Mais toutes, enfin je connaissais Corinne Habillet et Alice Riva peu. J'ai découvert mieux les quatre et c'est un grand plaisir, vraiment. Chaque fois, c'est des univers très différents, c'est des vibrations très différentes, voilà. C'est beau de vous en entendre parler. Vous pouvez dire quelque chose, Dominique Saint-Hélier? On va continuer. Des quatre, c'est celle que je connais le moins. Mais elle est magnifique aussi, bien sûr. C'est bouleversant, émouvant. Moi, je suis plus dans un registre plus vibrant qu'Anne-Lise, qui construit. Enfin, c'est un magnifique voyage à travers ces quatre romancières, en tout cas. Un voyage qui va continuer parce que vous prévoyez d'autres spectacles littéraires, enfin conférences lecture. Oui, on a déjà un cycle de 3 écrivains genevois, écrivains du voyage, Bouvier, Sagria, Topfer, enfin dans l'ordre inverse chronologique. Et puis c'est vrai qu'on imagine pouvoir continuer, par exemple Cohen, je pense que ce serait très agréable d'entendre lire Cohen. Donc Cohen, ce serait tentant. On pourrait adjoindre d'autres femmes. Alors là, c'est les 4 grandes romancières qui appartiennent plus ou moins à la même génération, mais par exemple Agnès Gourbetti ou Monique Lédrare, on pourrait passer à la génération d'après. Oui, c'est vrai qu'on est tenté de continuer, d'ajouter, de refaire de nouveaux cycles. Est-ce que quelqu'un a une question? Mais vous-même, vous avez rencontré Alice Riva? Non, j'ai rencontré aucune des romancières. Catherine Colomb a 2 fils, dont l'un s'est beaucoup occupé de l'œuvre de sa mère. Alors lui, j'ai rencontré plusieurs fois, mais c'est le seul lien, disons. Et Maurice Chapa, voilà, j'ai rencontré Maurice Chapa. Mais j'ai pas rencontré directement Alice Riva. On m'a dit que c'était pas possible, mais Corinne Habillet, oui, ça aurait été possible. Donc vous n'avez pas eu envie Mais je pense que, c'est pas pour me vanter, mais je devais être trop jeune à l'époque, parce que c'est... Non, peut-être pas. Mais c'est aussi... ou alors j'étais étudiante, et puis ça paraît impossible de rencontrer un écrivain à l'époque. C'était aussi une dame déjà assez âgée, assez fragile, qui ne pouvait pas recevoir tout le monde. Puis, alors je ne pense pas que c'est le cas du tout d'Alice Riva, mais parfois on est déçu quand on rencontre des écrivains. Donc c'est pas forcément lié au goût qu'on a pour l'œuvre. Le désir de rencontrer un écrivain ne va pas de pair avec le goût qu'on a pour son œuvre. Mais il existe sur Alice Riva un plan fixe qui est magnifique. Elle est déconcertante parce qu'elle a une sorte de fraîcheur, de naïveté et de subtilité. C'est une femme assez fragile d'apparence. J'avais été frappée par cet aspect-là. Il n'y a vraiment pas de questions. Moi, je vous propose, vu que c'est la dernière soirée de ce cycle, l'Espace Rousseau vous offre extrêmement gentiment un apéritif. Donc, je pense que voilà, je vous convie à l'apéritif et à poursuivre la discussion de façon plus informelle.